pense que j'ai 2 personnes en connexion, une autre personne. Ça monte, ça monte, ça monte. On est déjà 67 personnes en ligne. C'est le fun, plein d'intérêt là, pour la rue Monseigneur-Plessis. Bienvenue à tous et à toutes. J'avais quelques personnes en ligne là, depuis un moment, déjà depuis 19h. Je sais que d'habitude, toutes les séances de la ville débutent à 19h. C'était exceptionnel là, pour une question de disponibilité de nos élus. On commence ce soir à 19h30. Donc, je pense que je vais sans plus tarder débuter. Là. Je vois plus tant de connexion. Puis si les gens arrivent, ils vont pouvoir se joindre à nous en cours de route. Donc, bonsoir à tous de nouveau. Petit rappel même avant que je débute tout ça, on est beaucoup de monde ce soir. On a mis un mode réunion. Ça va être important de toujours garder son son fermé. S'il vous plaît, on va essayer de nous-mêmes aussi d'exercer un petit contrôle là-dessus, mais c'est vraiment important de garder son son fermé pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, je vais commencer. Bienvenue à cette séance d'information sur le réaménagement de la rue Monseigneur-Plessis. Ce soir, là, on va vraiment plutôt aller vers la présentation des plans finaux. Plusieurs d'entre vous avez participé à différentes étapes de consultation publique avant cette rencontre de ce soir. Vous avez été très patient. Ça fait depuis septembre qu'on ne s'était pas vu là, à ce sujet-là. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous présenter les plans finaux ce soir. Je suis Alexandra Mauger, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville. Ce soir, on va compter sur la présence de M. Pierre-Luc Lachance, qui est membre du comité exécutif. Il agit ce soir en remplacement. Bonsoir. Il agit en remplacement là, de Mme Marie-Pierre Boucher, qui est responsable de la planification de l'aménagement du territoire. Et puis, nous avons aussi la présence, en fait, je ne sais pas si elle est encore connectée à la même petit enjeu technique, mais elle sera parmi nous, là, Mme Alicia Despain, qui est conseillère du district électoral de Vanier-du-Berger et présidente de l'arrondissement des Rivières. Et puis, ensuite, là, nous allons avoir plusieurs de mes collègues vont s'alterner là, pour la présentation. Nous aurons Mme Marie-Pierre Veillette, qui est conseillère en planification du transport mobilité durable. M. Jean-François Martel-Castonguay, chef d'équipe développement et aménagement du territoire, ainsi que M. Dave Côté, qui est conseiller en planification du transport. Bonsoir. Également. Bonsoir. Et puis, qui va pouvoir m'accompagner à l'animation, ça va être mon collègue Daniel Leclerc, qui est également conseiller en consultation publique. On a aussi quelques autres collègues là, qui sont présents pour répondre peut-être à des questions de précision à la suite de la présentation. Comme toujours, la séance de ce soir, elle est enregistrée. On est en mode qu'on appelle réunion, c'est-à-dire qu'on peut vous voir à la caméra. Si vous souhaitez qu'on ne vous voit pas à l'écran, parce qu'on enregistre la séance, normalement, on la diffuse dès le lendemain sur notre page web pour que d'autres citoyens qui n'étaient pas là ce soir puissent la visionner. Donc, vraiment, si vous ne voulez pas qu'on vous voit, veuillez, s'il vous plaît, là, fermer votre caméra. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais les objectifs de notre séance de ce soir, on va faire un bref retour sur la démarche de participation publique qu'on a eue en lien avec ce dossier. On va bien sûr faire la présentation là, des plans finaux pour le réaménagement de la rue Monseigneur-Plessis. Puis ensuite, on va prendre le temps de répondre à vos questions et à vos préoccupations. Pour le dossier de ce soir, on a eu plus de 1200 invitations qui ont été distribuées. La plupart, c'est des avis porte-à-porte, mais on a également fait là, des courriels ciblés au conseil des quartiers et aux participants, là, aux gens qui avaient participé à l'atelier qu'on avait eu en septembre 2022. Et voilà. Puis, j'en profiterai. Peut-être qu'en cours de route, là, vous allez avoir envie de nous poser des questions. Ça va être vraiment important, là, si vous voulez, d'utiliser l'outil qu'on appelle Q&R. Là, j'apprends parce qu'on a eu d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on s'est vu, pour plusieurs d'entre nous, on s'est vu lundi soir. On a plusieurs séances cette semaine pour le même secteur. Là, donc, merci beaucoup là, si vous êtes là à cette deuxième séance cette semaine. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on vous en remercie. Donc, cette fois, pour les gens qui sont sur l'ordinateur, si vous voulez poser des questions, au bas de votre écran, vous devriez retrouver là, cet onglet-ci qui s'appelle Q et R. C'est deux petites fenêtres comme ça. Donc, juste à cliquer dessus et puis à nous envoyer là, vos questions par écrit, s'il vous plaît. On va vraiment, s'il vous plaît, faire le plus possible les questions par écrit.
Si vous ne le voyez pas comme ça, généralement, il y a 3 petits points à droite, puis il devrait être écrit là, la même chose QR. Si vous êtes sur le cellulaire, eh bien, au bas de votre écran de votre cellulaire, vous devriez voir 3 petits points, ici, comme cela ici. Donc, vous pesez dessus, vous devriez voir l'outil QR. Quand vous ouvrez, ça va vous donner accès à cette fenêtre et là, vous allez pouvoir, en cliquant sur poser une question, vous allez pouvoir taper votre question. Ouf, beaucoup d'explications. Je vais donc laisser Monsieur Pierre-Luc Lachance ouvrir la séance de ce soir. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'être en aussi grand nombre à cette soirée pour laquelle on vous présente un projet de réaménagement important pour le secteur. Tout d'abord, veuillez excuser, je suis en route pour le grand défi Pierre Lavoie, donc ma caméra sera fermée la majorité du temps, mais je reste avec mes écouteurs pour bien entendre la présentation et écouter les commentaires. Pour nous, c'est très important là, de se tenir bien au courant de vos impressions sur le projet, voir s'il y a des pistes, d'éléments sur lesquels on doit réfléchir et continuer à améliorer le projet. Mais je peux vous dire que les équipes de professionnels qui vous présenteront le projet ce soir se sont dépassées en termes d'aménagement, en termes de propositions pour vraiment créer une nouvelle rue, une rue encore plus conviviale, une rue encore plus proche de ce qu'on sent être les valeurs qui animent votre quartier, votre secteur. Donc, j'ai bien hâte qu'il vous présente le tout et je le laisse faire le tout. Donc, merci d'être là et on a hâte d'entendre vos commentaires sur la présentation. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Puis je vois que Mme Alicia Despins est présente parmi nous, si vous voulez adresser quelques mots. Oui, merci. Bonsoir à vous tous. Merci de prendre votre temps avec nous ce soir pour cette présentation. Quand même un très beau projet pour Monseigneur Plessis. Je reconnais plusieurs faces, plusieurs noms aussi de citoyens qui sont parmi nous ce soir. Alors, merci de prendre 2 fois votre temps cette semaine parce que et de votre côté, vous l'aurez peut-être remarqué, plusieurs des professionnels de la ville qui sont présents étaient aussi avec nous lundi soir pour la présentation sur les véhicules récréatifs sur Bourdage. Alors, on a quand même la chance à la ville d'avoir des gens qui sont très attentifs à ce qui se passe dans le secteur et qui sont devenus réellement des experts là, de tout le secteur Monseigneur Plessis-Bourdage au fil des derniers mois, des dernières années. Alors, ça bouge beaucoup dans votre coin. Ça exige évidemment de votre part une belle participation, puis vous répondez présent. Alors, je vais demeurer avec vous ce soir là, pour entendre vos commentaires à ce sujet et j'espère que la présentation va répondre à vos attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, démarrons la présentation. Je pense que c'est Marie-Pierre, tu partageais ton écran, oui. Oui, donc bonjour tout le monde. Marie-Pierre Veillette, là, conseillère en planification du transport au sein du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter les objectifs du projet de réaménagement de la rue Monseigneur Plessis. Ensuite, nous allons vous résumer les grandes étapes du projet. Ensuite, nous allons vous faire un retour sur les priorités et les commentaires des citoyens que nous avons reçus. Puis ensuite, nous allons vous présenter les interventions retenues pour le réaménagement. Ensuite, on va terminer par une période de questions. Donc, le réaménagement de la rue Monseigneur Plessis vise à répondre à 5 objectifs principaux. Le premier objectif est de profiter des travaux de construction majeurs liés au redéveloppement du site Fleur de Lys. Donc, la rue Monseigneur Plessis est vraiment un axe clé pour accéder à une diversité de services de proximité. Cet axe-là structurant relie entre autres les commerces situés dans le secteur Fleur de Lys jusqu'à la passerelle des Trois Sœurs qui, elle, en fait, permet de franchir à pied et à vélo la rivière Saint-Charles jusqu'au parc Victoria dans Saint-Sauveur. Donc, c'est un axe important qui sera de plus en plus utilisé en lien avec le redéveloppement du site Fleur de Lys, d'où l'importance de profiter des travaux d'aqueduc pour réaménager la rue Monseigneur Plessis. Et ce, en tenant compte des principes de rue conviviale, mais également aussi des objectifs inscrits au PPU pour le pôle urbain Wilfrid Amel Laurentienne.
Le deuxième objectif et le troisième sont d'améliorer les conditions de déplacement pour l'ensemble des piétons et des cyclistes, ainsi que pour les personnes à mobilité réduite. Le quatrième objectif est d'améliorer le verdissement et la déminéralisation du secteur. Et enfin, le cinquième et dernier objectif est d'améliorer la traversée du boulevard Wilfrid Amiel, un site accidentogène. Donc, simplement pour faire un survol et rappeler certaines stratégies d'aménagement du PPU pour le pôle urbain Wilfrid Amiel Laurentienne. Donc, dans la section qui aborde la mobilité et les déplacements, le PPU vise entre autres la bonification des conditions de déplacement des piétons pour améliorer les liens entre les quartiers adjacents. Le PPU aborde notamment la création aussi de liens cyclables conviviaux, entre autres pour accéder de façon sécuritaire et efficace au pôle d'activité. Puis dans la section portant sur l'aménagement des espaces publics, au point 4.2, le PPU amène l'idée de bonifier les principaux axes de déplacement actifs par des aménagements adaptés à leur vocation et un verdissement soutenu. Donc, le tronçon visé par le réaménagement de la rue Monseigneur-Plessis est situé entre le boulevard Wilfrid Amiel et Bourdage. Puis, je vais prendre mon petit laser. Donc, ce soir, nous allons, dans la présentation, utiliser le nord et le sud là, pour se situer sur la rue puis décrire les interventions. Donc, quand nous allons parler du côté nord de la rue, c'est vraiment le côté, là, du côté bordé par les usages institutionnels, là, entre autres l'IRDPQ. Puis, lorsqu'on parle du sud, on vient parler vraiment du côté où il y a des résidences. Donc, les photos présentées en bas en diapositive là, correspondent à l'aménagement actuel de la rue, soit à l'intersection du boulevard Wilfrid Amiel au numéro 1. Au numéro 2, à proximité là, de la rue Isabelle-Aubert et la photo numéro 3 se trouve à l'intersection de la rue Bourdage. Donc, maintenant, les grandes étapes du projet. Je vais éteindre mon laser. Donc, l'été dernier, un questionnaire a été mis en ligne. Ce questionnaire-là visait notamment là, à prioriser les solutions d'aménagement et les interventions pour le réaménagement de Monseigneur-Plessis. Puis, sur la base de ces données récoltées-là par ce questionnaire, 3 scénarios préliminaires ont été conçus, puis vous ont été présentés lors d'un atelier d'échange qui s'est déroulé au mois de septembre 2022. Donc, le scénario, la proposition, le concept final qu'on vous présente aujourd'hui a été conçu là, à la lumière de la collecte des données, des besoins qui a été fait par le biais du questionnaire, des échanges et des commentaires qu'on a reçus là, lors de la soirée d'échange, ainsi qu'en tenant compte de d'autres informations complémentaires là, qui seront abordées là, dans la présentation. Donc, le début des travaux est prévu là, prochainement, là, soit à la fin de l'été 2023. Donc, nous sommes ici présentement dans le processus. Donc, maintenant, un retour sur les priorités et commentaires des citoyens là, qui sont ressortis là, du questionnaire en ligne. Comme mentionné si haut, donc le questionnaire a été mis en ligne à l'été 2022. L'objectif était vraiment d'amener les répondants à faire des choix entre différentes solutions d'aménagement. 1200 avis ont été distribués aux portes dans le périmètre de la rue, puis environ 400 répondants, là, dont à peu près la moitié là, sont résidents des rues concernées. Le questionnaire a fait ressortir 5 grandes priorités, en commençant au premier rang par le verdissement, l'espace pour les piétons. Ensuite, on parle l'espace pour les vélos. Au quatrième rang, le mobilier urbain, donc bancs, poubelles, supports à vélo, et également le stationnement qui est ressorti. Sur le plan de l'accessibilité à l'égard du retrait du stationnement. Donc, le questionnaire, les résultats du questionnaire montrent qu'environ 81 des répondants sont en accord avec le retrait du stationnement aux intersections. 61 sont en accord avec le retrait du stationnement sur un côté de la rue. Et puis 22 sont en accord avec le retrait du stationnement sur les 2 côtés de la rue, et ce, sur l'ensemble du tronçon Monseigneur-Plessis.
Donc, d'autres commentaires du questionnaire concernent l'amélioration de la sécurité sur la piste cyclable, l'amélioration de l'accessibilité universelle, les enjeux de visibilité, le stationnement. Puis également, par rapport à l'utilisation du lien cyclable en hiver, là, environ 30 des répondants aimeraient utiliser le lien cyclable en hiver s'il était aménagé. Puis 48 considèrent que leur sentiment de sécurité là, diminue durant la saison hivernale. Donc, avant de vous présenter là, le concept final, on va brièvement revenir sur l'atelier d'échange du 22 septembre. Du 26 septembre. Donc, durant l'atelier, 3 scénarios de réaménagement vous ont été présentés. Puis, chacun de ces 3 scénarios-là ont été explicités et décrits aux participants. Puis ensuite, les participants ont pu discuter en groupe et partager là, leurs idées sur les 3 scénarios que vous voyez ici présentement à l'écran. Donc, voici quelques commentaires que nous avons retenus dans le cadre du projet, dans le cadre du réaménagement de la rue Monseigneur-Plessis. Donc, d'abord, il a été mentionné là, de venir maximiser le verdissement, d'assurer l'entretien hivernal des infrastructures pour piétons et cyclistes, d'améliorer les conditions de placement des personnes à mobilité réduite. Sur le plan de la sécurité et des déplacements, il a été mentionné de venir sécuriser l'intersection du boulevard Wilfrid Amiel, puis d'améliorer aussi la sécurité des piétons et des cyclistes. Maintenant, à ce qui a trait au stationnement, on a reçu des commentaires disant oui au retrait du stationnement, mais aussi l'importance d'en conserver sur la rue. Il y a cette idée-là aussi de venir encadrer là, le stationnement avec une réglementation, par exemple, du 90 minutes, de maintenir des cases de stationnement pour personnes aussi vivant avec un handicap, puis de venir renforcer aussi l'interdiction de se stationner à l'intérieur de 5 mètres là, des intersections. Donc, à la suite de l'atelier d'échange, on a pris en compte là, des informations supplémentaires dans la conception. D'abord, à la demande des citoyens, là, nous avons élargi les trottoirs de la rue pour s'assurer qu'ils soient accessibles universellement. Nous avons également constaté que la largeur de l'emprise variait d'une section à une autre là, de la rue. Puis enfin, là, la largeur de la chaussée a été optimisée. Ce qui fait que par rapport au scénario présenté en 2022, là, environ, grosso modo, 1,8 mètres là, d'espace qui devait être attribué à la plantation et au stationnement a finalement été alloué au trottoir et à la chaussée. Donc, 1,8 mètres, ça équivaut à faire le choix entre finalement soit des cases de stationnement ou bien une banquette plantée. Désolée. Et donc, c'est ça, c'est ça, en tenant compte de ces nouvelles informations-là, il a fallu faire évoluer la conception par rapport au scénario présenté en 2022. Puis ça, en s'assurant de répondre évidemment aux besoins que vous nous avez là, exprimés. C'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines diapositives. Donc, le concept final de réaménagement. Donc, on va commencer par aborder le tronçon qui est souligné en orange ici, puis par la suite, on va aborder plus spécifiquement les intersections. Donc, le concept final de réaménagement de la rue Monseigneur-Plessis comportera un trottoir accessible universellement de chaque côté de la rue, des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue, puis elles seront au même niveau que le trottoir. Une alternance de banquettes plantées et de baies de stationnement du côté sud de la rue, donc du côté des résidences. La plantation de 41 nouveaux arbres aussi à l'intérieur des banquettes. Le retrait du stationnement aussi du côté nord de la rue, donc du côté là, de l'IRDPQ, là, si on veut. Et la création d'un quai d'embarquement là, pour l'arrêt d'autobus desservant l'IRDPQ du côté nord. Donc, voici le plan d'ensemble de la rue Monseigneur-Plessis. Donc, vous pouvez voir qu'il y aura un trottoir accessible universellement de chaque côté de la rue. Donc, vous le voyez ici. On va y revenir là, de manière plus précise, là, mais je vais juste vous montrer là, les composantes ici là, du projet là, des pistes cyclables unidirectionnelles de chaque côté de la rue.
Je ne sais pas si je peux prendre le zoom ici. Donc, les pistes cyclables de chaque côté de la rue. Et puis, vous pouvez voir aussi également les banquettes en alternance avec les baies de stationnement. Donc, banquette, baie de stationnement, banquette ici et baie de stationnement. Voilà. Donc, voici la représentation 3D des interventions proposées. Ici, nous sommes là à l'intersection de la rue Monseigneur-Plessis et de la rue Bourdage. Vous avez devant vous ici la passerelle des Trois Sœurs, là, tout juste derrière l'autobus. Puis cette passerelle-là permet de traverser la rivière Saint-Charles. Donc, vous pouvez voir le trottoir accessible universellement de chaque côté de la rue. Ici, je le pointe avec le laser à l'écran. Piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté. Elle sera au même niveau que le trottoir. Vous voyez, du côté nord, du côté sud, vous verrez ici la banquette plantée avec les arbres. Puis, comme mentionné précédemment, le stationnement sera retiré ici du côté nord pour notamment permettre l'ajout d'une piste cyclable et du trottoir. Donc, maintenant, de l'autre côté du tronçon de la rue, donc à proximité de l'intersection de Monseigneur-Plessis et de Wilfrid Hamel. Du côté sud, vous allez trouver ici un trottoir. Le projet va inclure un trottoir universellement accessible, puis vous allez voir les dalles aussi qu'on a inclus dans le projet. La piste cyclable qui sera également au niveau du trottoir, puis la banquette plantée et une première baie de stationnement là, que vous voyez tout juste ici, là. Du côté nord, donc du côté du CIUS ici de l'IRDPQ, donc la piste cyclable que vous voyez ici avec le marquage vert, l'ajout d'un trottoir là, qui se poursuit jusqu'à Bourdage. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'intersection Wilfrid Hamel. Donc, plus spécifiquement, le concept final de réaménagement va comprendre l'amélioration ici, l'élargissement du terre-plein central, ce qui va permettre finalement de venir planter des arbres ici au centre et de créer un îlot refuge là, qui va permettre finalement de traverser de manière plus sécuritaire l'intersection. On remarque également qu'on va ajouter du marquage vert pour bien venir identifier là, les zones pour les cyclistes. Il va y avoir également la modification des feux piétons pour venir sécuriser la traversée. Puis, comme mentionné précédemment, on va également ajouter des plaques podotactiles aux quatre coins. Maintenant, à ce qui a trait ici à l'intersection Bourdage et Monseigneur-Plessis. Donc, l'intersection de la rue Bourdage et Monseigneur-Plessis comprendra, entre autres, une intersection surélevée. Donc, c'est une intersection qui ressemble, par exemple, à celle sur Raoul Jobin. Donc, des dalles podotactiles aux quatre coins également. Vous allez voir ici, à proximité, il va y avoir une banquette plantée et également marquage pour les traverses piétonnes. Donc, les travaux de réaménagement là, de la rue nécessiteront de revoir l'emplacement de certains arbres situés essentiellement sur le côté nord, là, le côté de l'IRDPQ. Donc, par exemple, environ une dizaine de frênes là, seront éventuellement abattus. Donc, il faut savoir que ces frênes-là, leur avenir était déjà incertain là, de par le fait qu'ils sont touchés par la grille du frein. Environ 5 jeunes arbres aussi seront transplantés sur la rue Monseigneur-Plessis ou dans d'autres secteurs. Puis environ 8 jeunes arbres qui seront malheureusement abattus puisque c'est impossible là, de les transplanter à cause des enjeux de sécurité liés au fait qu'ils sont trop proches d'une conduite de gaz, là, ce qui fait en sorte que ça serait trop dangereux là, de venir les transplanter.
L'élargissement du terre-plein sur le boulevard Wilfrid Hamel, l'ajout de banquettes plantées pourront accueillir environ 41 nouveaux arbres dans l'emprise publique. Puis, il faut savoir qu'il y a un potentiel aussi d'environ 40 nouveaux arbres là, qui pourraient être plantés sur les terrains privés. Donc, à ce sujet aussi, donc, notez que la Ville, elle va pouvoir soutenir les efforts de verdissement là, sur les terrains privés grâce, entre autres, là, au programme de plantation d'arbres d'aliments de la Ville de Québec. Donc, par le biais de ce programme-là, les travaux de plantation sur terrain privé, l'entretien des arbres là, sont assurés là, gratuitement là, par la Ville. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir là, venir soutenir là, chez les propriétaires privés des terrains où il y a un potentiel. Je vais passer la parole à mon collègue Dave pour la prochaine section. Parfait. Merci, Marie-Pierre. Donc, dans un premier temps, on va parler stationnement maintenant. Dans un premier temps, on va vous dresser le portrait un peu des caractéristiques du secteur. Version, disons, simplifiée et plus digeste de ce qui vous avait été présenté lors de l'atelier en septembre dernier. On a exclu volontairement, vous voyez une partie assurée, c'est le tronçon ouest de la rue Bourdage. On l'a exclu volontairement de l'étude, considérant qu'on est quand même assez loin à distance de marche de la rue Monseigneur-Plessis. Ce qu'on constate, c'est que le nombre de cases, autant hors rue sur rue combinée, on est à tout près de 1550 cases de stationnement. Ce qui nous donne un nombre de cases par logement moyen, tout près de 1,5 cases disponibles pour chaque logement, sur rue et hors rue combiné toujours. Maintenant, côté réglementation, ce qu'on voit, les couleurs qui sont sur les rues avec les chiffres en minuscules, c'est le nombre de cases de stationnement qui sont disponibles. Ce qui est en orange, c'est du stationnement qui est dit limité, c'est-à-dire a priori surtout du 90 minutes le matin et en après-midi des jours de semaine. On a 4 cases de stationnement à mobilité réduite réparties aux extrémités de Monseigneur-Plessis du côté sud. Et on a 250 cases qui sont libres de toute réglementation, donc il n'y a aucune contrainte à se stationner à ces endroits. Et on ne l'a pas quantifié, mais ce que vous voyez à l'écran, les lignes rouges, c'est des endroits où le stationnement est interdit. Ce qu'on constate, c'est a priori pour des enjeux de sécurité routière, c'est-à-dire près des intersections. Et je vois la rue Jeanne Burel, excusez-moi, où est-ce qu'on a interdit le stationnement du côté intérieur de la rue. On peut aller à la suivante, s'il vous plaît, Marie-Pierre. Merci. Donc, on a réalisé depuis l'atelier des relevés de stationnement. On les a réalisés le soir, la semaine, parce que ce qu'on vise à évaluer, c'est l'occupation du stationnement sur rue par les résidents ou leurs visiteurs. On le sait que de jour, c'est envahi par les travailleurs, les usagers du RTC. Il y a des cyclistes aussi qui viennent se stationner leur véhicule sur Bourdage pour emprunter le réseau cyclable à proximité. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est à quel point les citoyens ont besoin de... Excusez-moi, mon son est coupé. Ont besoin d'utiliser le stationnement hors rue. Ce qu'on constate sur Monseigneur-Plessis, au tronçon B et C, l'occupation du stationnement est très élevée. On a regardé les résidences autour, le stationnement hors rue, lui, est-ce qu'il est occupé? Les résidences qui sont du côté sud du tronçon B le sont excessivement. Donc, on constate qu'il y a un débordement, il y a un manque de cases de stationnement privées pour desservir les logements qui sont à cet endroit-là. À contrario, le tronçon A, très peu utilisé en matière de stationnement sur rue, et le stationnement hors rue des résidences à proximité est utilisé environ à 50 %. Donc, il y a encore de l'espace pour desservir ces résidences-là. À l'extrémité est, au tronçon 2, c'est anecdotique aussi, l'occupation du stationnement sur rue. Il y a encore une signalisation qu'on dit prioritaire, panneau orange, pour interdire le stationnement à cause des travaux, mais les travaux sont terminés, la période est échue aussi, elle se terminait le 26 mai. Il y avait quelques véhicules stationnés à cet endroit-là. Ces panneaux-là vont être retirés prochainement. Sur la rue Isabelle-Aubert, le stationnement est fortement occupé des deux côtés de la rue. Les petites rues secondaires qui sont tributaires, relativement faibles, mais il faut comprendre aussi qu'il est très occupé, il y a une bonne partie qui est interdite en tout temps.
Si on regarde la rue Bourdage maintenant, le tronçon K et L qu'on a exclu des statistiques, bien, il est fortement occupé de toute manière. Donc, il n'y a pas de disponibilité là, à cet égard. Les tronçons I et J sont modérément occupés en soirée. Et le tronçon H est très peu occupé. On se dirige vers le viaduc de l'autoroute Laurentienne. On peut passer à la suivante. Donc, ce qui est prévu au concept final du réaménagement, on a deux boîtes. Du côté gauche, c'est ce qui va se produire sur la rue Monseigneur-Plessis et l'impact vu grandeur du quartier. Donc, sur la rue Monseigneur-Plessis, l'objectif, c'est, on veut atteindre les objectifs du projet, mais aussi les attentes signifiées par les résidents. Donc, il va y avoir 40 cases d'espace de stationnement qui vont être permis du côté sud de la rue, qui vont être répartis à l'intérieur de 6 baies de stationnement, élément que je vais vous présenter un peu plus loin. On va retirer la totalité des espaces de stationnement du côté nord de la rue et on va bonifier l'offre de stationnement sur rue pour les personnes à mobilité réduite, notamment devant le 1465 Monseigneur-Plessis, le bâtiment Accès Logis, qui a été construit dernièrement, qui a un besoin à cet égard-là. Donc, concrètement, actuellement, on a 159 cases de stationnement sur rue. Après le réaménagement, on va être réduit à 40 cases de stationnement. Donc, il y a 25 des cases qui vont être maintenues. Lors de l'atelier au scénario 3 pour lequel il y avait certaines personnes qui adhéraient, on maintenait en fait 30 cases de stationnement, 30 des cases de stationnement, mais considérant les contraintes à lesquelles il a fallu s'ajuster, que Marie-Pierre a présenté, le 1,8 m qu'il fallait récupérer, bien, ça a eu un impact à cet égard-là. Ce que ça représente dans le secteur, en fait, c'est qu'on maintient quand même 62 des cases de stationnement sur rue. Et comme on l'a présenté, bien, le taux d'occupation de cases de stationnement est quand même modéré sur Bourdage. Au total, il y a quand même 1236 cases de stationnement hors rue disponibles. Donc, il y a encore des places disponibles, même s'il y en a certains stationnements de grande surface privés qui sont saturés. Il y en a qui ont encore de l'espace disponible. Et il y a encore de l'espace de stationnement sur le site des RDPQ, notamment pour les employés. Ce qui représente avant aménagement 315 cases. Après le réaménagement, on va avoir 196 cases au total, donc 62 des cases qui sont maintenues. Je vous parlais des baies de stationnement. En fait, tu peux en pointer une, Marie-Pierre. En fait, ce sont des espaces de stationnement sur rue qui sont contigus, qui sont délimités de part et d'autre par soit des avancées de trottoirs, des saillies ou des banquettes dans lesquelles ils sont végétalisés. Ça a plusieurs intérêts, mais les principaux sont des aménagements qui sont sécuritaires, autant pour les conducteurs qui circulent sur la rue que pour les automobilistes qui se garent en bordure de rue, sont comme protégés par ces aménagements-là. Ça a l'avantage aussi que lorsque le taux d'occupation est très faible du stationnement sur rue, ça ne rend pas la rue plus large, donc de favoriser des vitesses excessives. On a quand même une largeur de rue qui est réduite à 7,8 mètres. Puis ce qu'on a intégré par mesure de sécurité aussi routière, c'est que l'ensemble des accès des stationnements aux rues va être tributaire d'une saillie, donc va être avancé sur la chaussée. La visibilité va être quand même excellente malgré la présence de véhicules parce qu'on ne sera pas au même niveau. Voilà. Donc, maintenant, on va passer, on va passer à l'accessibilité universelle. Donc, en fait, le concept final là, améliore grandement l'accessibilité universelle grâce notamment, comme on mentionnait, à l'ajout de trottoirs des deux côtés de la rue, des trottoirs qui sont accessibles universellement de par leur largeur, avec l'ajout de dalles podotactiles, la création aussi d'un quai d'embarquement spécifiquement conçu pour les usagers du RTC. On va y revenir tout à l'heure. La création d'un refuge aussi pour piétons sur le terre-plein central là, du boulevard Wilfrid Hamel en direction est. Le déneigement 4 saisons de la piste cyclable. La bonification aussi de l'offre de stationnement sur rue là, pour les personnes à mobilité réduite. Puis ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est vraiment l'ensemble des résidents là, qui vont bénéficier de ces aménagements accessibles universels-là. Par exemple, ça va être plus facile de se déplacer et de profiter aussi de la rivière Saint-Charles.
Donc, vous avez ici le quai d'embarquement dont il est question, qui se situe en fait à l'arrêt, qui est situé tout près de l'IRD-PQ. Donc, vous avez ici un exemple, par exemple, l'exemple du réaménagement du boulevard Hochelaga ici à Québec. Donc, la création du quai va pouvoir permettre finalement d'avoir un espace dédié là, aux usagers pour qu'ils puissent monter et descendre de l'autobus là, en toute sécurité. Puis ça va permettre aussi une meilleure cohabitation entre les usagers et le transport collectif, du transport collectif et les cyclistes. En fait, l'autobus là, va pouvoir, entre autres, avoir une zone dédiée là, pour venir déployer la rampe d'accès là, pour, par exemple, les gens là, en chaise roulante. Donc maintenant, la prise en compte, en guise de conclusion, on va revenir sur l'ensemble des commentaires que vous nous avez faits, puis on va aussi aborder là, de quelle manière ils ont été intégrés dans le concept final. Donc, comme vous pouvez observer dans le tableau présenté, la très grande majorité des commentaires là, que vous nous avez transmis a été intégré au concept final. Que ce soit sur le plan de venir sécuriser le boulevard Wilfrid Hamel, d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, d'améliorer les conditions de déplacement des personnes à mobilité réduite qui, par le fait même, amènent aussi des avantages pour l'ensemble des résidents, puis de venir assurer aussi l'entretien hivernal des infrastructures cyclables. J'attire votre attention sur les 2 premières lignes du tableau. Donc, vous nous avez demandé de venir maximiser le verdissement. Puis à ce sujet-là, on va venir planter de nouveaux arbres dans les banquettes qui seront créées là, du côté sud, donc du côté des résidences. Mais il faut savoir aussi qu'en fonction des caractéristiques du projet, on est vraiment allé au maximum de ce qu'on pouvait faire là, sur le plan du verdissement là, à l'intérieur de l'emprise publique. Fait que c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres opportunités pour venir encore plus bonifier davantage le verdissement, entre autres en misant sur l'espace disponible là, sur les terrains privés. Puis, comme je vous ai mentionné là, dans la présentation, il y a le programme de plantation d'arbres d'alignement qui vient soutenir ces initiatives-là. Par rapport au stationnement, donc vous nous avez dit, oui au retrait, mais aussi que c'est important d'en conserver, sur la rue. Donc dans l'objectif d'améliorer les conditions de déplacement des piétons, des cyclistes, puis aussi d'améliorer l'accessibilité universelle. Donc comme Dave mentionnait, le concept final prévoit le maintien de 40 cases de stationnement sur la rue, puis aussi, le retrait complet là, des cases de stationnement sur le côté nord là, pour permettre, entre autres, l'ajout d'un trottoir accessible universellement, là, puis de la piste cyclable. Vous nous avez aussi mentionné d'encadrer l'usage des cases de stationnement disponibles sur rue là, par réglementation. Donc, le concept final prévoit cette mesure d'encadrement-là qui sera modulée, ajustée en fonction des besoins là, des répondants. Donc, et donc, également, vous avez demandé de maintenir les cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Puis le concept final prévoit effectivement là, de venir bonifier le nombre de cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Finalement, là, sur le plan des aménagements cyclables, vous avez demandé d'élargir la piste cyclable là, pour permettre le dépassement, ce qui a malheureusement pas été possible compte tenu des largeurs disponibles, puis du fait aussi que, on a entre autres élargi les trottoirs là, des 2 côtés de la rue là, pour une question d'accessibilité universelle. Enfin, on n'a pas retenu la possibilité de faire une piste bidirectionnelle, pour des enjeux de sécurité là, qu'il peut y avoir aux intersections puis au croisement des entrées charretières. Donc, à moins d'un contexte très, très, très particulier, là, les pistes bidirectionnelles, effectivement, sont de moins en moins là, réalisées là, pour cette raison-là. Donc, finalement, par rapport aux objectifs du projet. Donc, on peut constater que les interventions retenues, le projet de réaménagement améliore les conditions de déplacement pour l'ensemble des piétons, des cyclistes ainsi que des personnes à mobilité réduite, améliore aussi la traversée du boulevard Wilfrid Hamel.
Par rapport à l'objectif 5 qui vise l'amélioration du verdissement et de la déminéralisation, là, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire pour venir bonifier le verdissement dans l'emprise publique. Et puis, comme mentionné précédemment, il y a des possibilités de verdir sur les terrains privés. À noter aussi que l'emprise sera un peu plus minéralisée après le réaménagement de la rue, puisqu'on vient ajouter un trottoir accessible universellement du côté nord. Puis, par contre, l'ajout de ce trottoir-là là, viendra améliorer les conditions de déplacement là, pour les gens du quartier. Donc, en conclusion, le projet final permet de bonifier grandement les aménagements actuels qui, comme vous le voyez dans le tableau, là, répondaient pas ou partiellement du moins là, dans leur état actuel à la plupart des besoins que vous nous avez exprimés. Donc, les bonifications, le réaménagement qu'on vous propose là, permettrait justement d'atteindre les objectifs visés, là, puis aussi également en intégrant les besoins que vous nous avez exprimés là, dans l'ensemble des activités qu'on a pu faire avec vous et des commentaires que nous avons reçus. Donc, les prochaines étapes, donc les travaux devraient débuter à l'été, puis s'échelonner là, sur 2 ans jusqu'en 2024. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je me permettrai moi-même on va se lancer dans la période des questions. On a reçu beaucoup de questions là, par écrit, fait que c'est sûr, je vois déjà une main levée, mais on va passer quand même les questions par écrit pour commencer. Marie-Pierre, juste avant, là, on avait reçu quand même pas mal de questions avant cette rencontre là, sur le calendrier précis des travaux. Je ne sais pas si vous avez des informations un petit peu plus précises ou pas encore là, sur. Je pense qu'il y avait des inquiétudes là, pour la cohabitation de travaux là, des propriétaires dans ce secteur-là. Ça, je peux peut-être l'apprendre, là. Les chargés de projet de la ville en termes de réalisation, puis les entrepreneurs qui vont gérer les travaux vont prendre contact avec chacun des propriétaires des bâtiments pour vraiment venir coordonner les travaux puis maintenir les accès aux différentes propriétés, là. Puis il y a quand même plusieurs clauses dans les contrats de la ville pour les travaux, là. Fait que c'est sûr que de façon générale, l'accès au stationnement hors rue sont maintenus, puis l'accès aux propriétés, évidemment, sont maintenus, là. Parfait. Merci beaucoup. Fait que je pense qu'on peut arrêter le partage pour l'instant. Oui. Puis, on peut y aller avec notre période de questions et de commentaires. Daniel, tu avais consigné quelques questions déjà? Oui, parfait. Je pense qu'on va commencer avec une question de Maude Sanson-Gauthier. Bonsoir. Est-ce que d'autres projets de réaménagement sont prévus prochainement dans le quartier Vanier? Il s'agit de projets très intéressants pour le quartier, considérant le peu de place pour le transport actif dans le quartier. Merci pour la présentation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent dans le quartier? Je peux la prendre, celle-là, Daniel. Oui. On a déjà annoncé, dans le cadre de la vision de la mobilité active, les projets qui vont être réalisés cet été en 2023. Là, il y a eu un communiqué de presse, puis le tout est sur le site de la ville. Les projets des années futures, règle générale, on ne les annonce pas plusieurs années à l'avance. Par contre, si vous savez lire entre les lignes puis que vous voulez aller feuilleter la vision de la mobilité active notamment, vous allez pouvoir voir quelques projets qui s'en viennent dans ce secteur-là. Pas nécessairement avoir des années de réalisation, mais vous allez tout de même avoir des intentions. La façon qu'on fonctionne quand on fait des réaménagements de rue, c'est un peu comme on a travailler avec Monseigneur Plessis, donc avec questionnaire en ligne, consultation, soirée d'information. Donc, les citoyens vont être interpellés au fur et à mesure que les projets vont lever, puis on va rentrer en phase de conception. En complément, si vous permettez, là, des commentaires de Jean-François, on suit aussi les opportunités de travaux, comme c'est le cas pour Monseigneur Plessis, là, qui sont démarrés par le service de l'ingénierie pour des besoins d'infrastructures souterraines. Donc, à chaque année, ils nous présentent des nouveaux projets d'envergure. C'est là qu'on s'attache avec eux. Donc, c'est difficile des fois de prévoir d'autres rues qui vont être ciblées dans les 5 prochaines années, exemple. Merci beaucoup. Je vais poursuivre avec une question de Diane Baudouin. Alors, elle demande, est-ce que des feux de signalisation pour tourner à gauche de Monseigneur Plessis sur Wilfrid Hamel sont prévus? Donc, c'est une question qui s'adresse peut-être davantage au service du transport.
Donc, quitter Monseigneur Plessis pour tourner à gauche sur Wilfrid Hamel, est-ce qu'il y aura un feu protégé? Fergueil, est-ce que tu es en mesure de répondre à cette question-là? Non, c'est pas. On va valider avec l'équipe des. Oui. Je peux tenter une réponse. En fait, je pense qu'initialement, les conditions du feu vont rester relativement similaires. Cela dit, tout l'axe du boulevard Wilfrid Hamel là, est en train d'être repensé au niveau de la synchronisation des feux. Il faut comprendre qu'il y a 17 feux qui sont synchronisés tous ensemble. Donc, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. Donc, c'est un chantier en cours. C'est pas aussi apparent que lorsqu'il y a des pelleteuses qui apparaissent, mais c'est quelque chose qu'on veut réaliser là, peut-être dans la prochaine année. Très bien. Je souhaite poursuivre avec 3 questions concernant les arrêts d'autobus. Donc, on a Rachel Brousseau. Est-ce que l'on va conserver l'arrêt d'autobus au coin Isabelle-Aubert et Monseigneur Plessis? Si oui, est-ce qu'elle va être plus sécuritaire car il n'y a pas d'abribus, je comprends, en ce moment? Donc, peut-être qu'on a besoin de revenir avec la présentation ou la carte, là, mais est-ce qu'on conserve cet arrêt d'autobus? Oui, je peux prendre cette Oui. question. Oui, cet abribus est conservé. Cet arrêt de bus est conservé. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'installer une dalle d'abribus. Mhm. Pour la sécurité, c'est sûr qu'en ajoutant des infrastructures piétons et cyclables, on s'assure que cet arrêt de bus sera accessible universellement. Très bien. Je poursuis avec une question de Jean-Noël Wyss. Alors, est-ce que le quai d'embarquement pourrait être couvert finalement? Est-ce que comme un abribus, une pergola ou autre chose? Donc, celui qu'on avait une présentation plus détaillée où on pouvait descendre la rampe, est-ce qu'il est question d'avoir un abribus ou un abri à cet endroit? Aussi, que peut-être je vais répondre parce qu'à l'étape de Oui. conception, on fait le tour avec les gens du RTC qui s'occupent de la planification des opérations et de futurs besoins et installations pour le RTC. Et ils ont leurs propres critères de justification au niveau des abribus. Alors, pour l'instant, dans le projet, il n'est pas prévu d'installer des abribus, mais c'est comme ils suivent la situation, peut-être dans le futur, ils vont intervenir. Mais dans ce projet, les abribus ne sont pas prévus. Très bien. Puis une dernière question, peut-être vous la comprendrez mieux que moi, c'est de Diane Lépine pour l'arrêt d'autobus côté sud, Monseigneur Plessis, coin Bourdage. Va-t-il y avoir un accès comme au côté nord? Donc, peut-être une espèce de quai justement de chargement, c'était ce qu'on évoquait là, dans la question. Ou peut-être l'accès universel pour assurer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est dans le projet, ce volet est prévu, mais peut-être qu'il s'agit d'une autre question. Il est difficile de répondre. Très bien. Madame Lépine, si vous souhaitez la préciser, vous pouvez nous l'écrire à nouveau. On ferait une pause pour les questions écrites. On peut peut-être y aller avec quelques interventions à l'oral. Mais je vois que Mme Lavaux a la main levée. Allez-y, Mme Lavaux. Oui, merci. Vous avez parlé beaucoup de ce que sera le Monseigneur Plessis à la fin de tous les travaux, mais pendant les travaux, oui, c'est bien beau, les accès au stationnement, au bâtiment vont être conservés, si j'ai bien compris, mais les stationnements, je comprends que les stationnements ne seront plus disponibles pendant la durée des travaux. Et où tout ce beau monde va aller stationner? Est-ce que vous parlez des cases de stationnement sur rue ou privées? Les cases sur rue, là. OK. Ben, il va y avoir la rue Bourdage qui va être disponible, puis on peut adapter la réglementation avec une signalisation prioritaire pour prioriser les résidents aussi là, avec du temps limité. On va l'adapter pour répondre, pour éviter que ce ne soit pas des employés du secteur qui l'utilisent. C'est surtout le tronçon centre de Monseigneur Plessis là, qui est sensible, disons, à cet égard-là. Si je peux me permettre une sous-question. Mais juste pour compléter, on fait ça en 2 temps. Hein? Ce n'est pas la rue au complet qui est faite par Monseigneur Plessis, donc il va toujours avoir une extrémité qui va avoir du stationnement disponible aussi. OK, bien, c'était ma sous-question que je voulais poser. Mais j'ai une autre sous-question. Au côté nord d'Amel, sur Monseigneur Plessis, il n'y a aucun travaux qui se feront là, c'est ce que je comprends?
Le côté ouest de Hamel jusqu'à la rue de Fleur de Lys, où il y a des travaux. Bon. Donc, dans Hamel à Fleur de Lys, il y en a des travaux. Puis pour la question précédente, là, pour l'arrêt côté sud, à l'intersection avec Isabelle Aubert, c'est du côté qu'il y a c'est du côté qu'il y a des banquettes d'arbres, de la plantation et du stationnement. Donc, à l'endroit où est-ce qu'il y a l'arrêt d'autobus, là, si je ne m'abuse pas, puis si je ne me mêle pas dans les plans, bien, la banquette d'arbres est arrêtée, puis c'est bétonné. Donc, il y a l'équivalent de l'espace d'embarquement de ce côté-là aussi. Parfait, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant, donc on va reprendre pour des questions écrites. Daniel? Oui, très bien. Il y avait Jean Gosselin qui souhaitait prendre la parole, mais je regardais dans la liste des participants et je ne le retrouvais pas, donc je vous donne un... demandé. Ben là, moi, je le vois. Son OK. micro est allumé, M. Gosselin. Oui, on vous laisserait la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Alors, mon nom est Jean Gosselin, je suis président du conseil d'administration du groupe Audrey au 1465 Monseigneur-Plessis. Malheureusement, on n'a pas pu participer aux rencontres préalables étant donné la construction de notre bâtisse. Ma question est vraiment au niveau du stationnement du côté nord, dans la section C et D. Actuellement, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de manque de places de stationnement pour les personnes qui viennent rendre service aux 40 personnes à mobilité réduite de notre bâtisse. Et c'est vraiment un problème. Alors là, je remarque que vous voulez diminuer le stationnement du côté nord, justement dans la section C et D. Et il y a un nouveau condo aussi qui se construit un petit peu plus à l'est de chez nous. Alors, à mon avis, ça va être vraiment problématique dans ce coin-là. Les gens ont déjà beaucoup de difficultés à stationner. Puis, dans la dernière année, ils stationnaient dans le stationnement de l'autre côté de la rue qui appartenait à un entrepreneur privé. Et alors, à mon avis, c'est vraiment problématique dans ce coin-là. Oui, en fait, on rajoute 2 cases de stationnement devant l'édifice pour les personnes à mobilité réduite à temps limité. Je ne sais pas si c'est avec vous que mon collègue Clarence Lavoie a déjà discuté par rapport à ce besoin-là, mais ce que j'entends, c'est que vous avez un besoin pour du stationnement sur rue pour des personnes qui viennent prêter main forte ou qui apportent de l'aide à domicile. C'est ça le besoin? Du côté sud, c'est correct. Notre demande a été faite pour ajouter 2 stationnements pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Mais le côté nord, qui est vraiment utilisé actuellement, en plus d'un arrêt d'autobus, je peux dire que 10-12 places de stationnement qui sont vraiment utilisées par les gens qui donnent des services à nos 40 personnes à mobilité réduite. Je vois que vous êtes ouvert beaucoup au déplacement des personnes à mobilité réduite, mais pour les services, ça va être vraiment difficile. Absolument. Oui, il y a moyen de peut-être arriver avec une solution. Il y a toujours la possibilité d'implanter du stationnement à temps limité pour répondre à un besoin, tout dépendant du temps qui est requis. Là. Je ne sais pas si c'est 60 minutes, 90 minutes, 2 heures, mais on pourra en discuter. Je demandais à mon collègue Clarence Lavoie vos coordonnées. Sûrement, là. OK. Après, si vous pouvez, je ne sais pas, M. Leclerc ou Mme Mauger, comment on peut récupérer les coordonnées du monsieur, qu'on puisse le contacter. Puis bien J'ai des propositions super intéressantes. OK, on en discutera. Oui, parfait. J'avais mis mon adresse courriel. OK, parfait. Les gens, si vous êtes inscrit, en fait, vous pouvez juste répondre à l'invitation Zoom. Vous avez le C, puis peut-être une partie du D. Ça serait intéressant si on pouvait ouvrir du côté nord, sans changer. On ne pourra pas permettre le stationnement du côté nord dans le projet. Il n'y a aucune case qui va être disponible. Non, ce n'est pas possible. OK. Donc, il faut se rabattre du côté sud, effectivement. Parfait. J'aimerais ça vous reparler à ce sujet-là. Oui, on va regarder le besoin comme il faut. C'est bon. Merci. Parfait. Merci. Tu voulais ajouter des précisions ou bien...
Non, ça va. OK. Marie-Pierre, non, Ah, Non, je voulais simplement projeter là, pour Parfait. un appui visuel aux participants. Tout simplement. Super. On peut arrêter la. C'est bon, c'est fait. Merci. Très bien. Je vous propose de faire la lecture de quelques commentaires qui vont dans le même genre d'idées, puis on pourra avoir une réponse peut-être globale sur cet enjeu-là. Donc, je commence avec celui de Gabriel Gauvin-Réaume. Pour le tronçon D, un nouvel immeuble d'appartement accueille ses premiers résidents au cours du mois. L'usage stationnement risque d'augmenter. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on a tenu compte de la part de Denis Bédard? Est-ce qu'on a tenu compte de l'arrivée de 80 appartements du Charlie et de la réouverture de l'ex-CNESST? Et Geneviève Bécotte, bonjour, merci pour le projet. Et ça, encore une fois, on considère qu'il va y avoir 2 nouveaux blocs avec beaucoup d'appartements dans la portion D de la diapo, et qu'on peut s'attendre à ce que le taux de stationnement augmente dans le secteur. Donc, je pense que ça mérite peut-être une réponse globale là, sur l'avenir du secteur et des besoins. C'est difficile d'établir ça va être quoi le besoin pour l'ancien site de la CNSST. Pour ce qui est de la construction en cours, qui est sur le point d'être terminée, là, de 90 logements, je ne sais pas si c'est complété, vous le savez mieux que moi. Il y a 90 cases de stationnement qui est prévu en souterrain, donc une case par logement, ce qui devrait, ce qu'on regarde, là, les ratios de nombre de véhicules par logement sur la rue Monseigneur-Plessis, de ce qu'on a comptabilisé, de ceux qui ont répondu, là, il y a à peu près 79 des gens qui ont un véhicule ou pas de véhicule. Donc, on est dans cette tendance-là. Puis, on est encore plus près de la rue Bourdage, où il y a une grande disponibilité de stationnement sur rue. Donc, c'est encore moins un enjeu pour l'extrémité est du tronçon. Parfait, merci. Je peux peut-être prendre le relais. On a une Oui. question de Mme Delille qui demande « Pourrons-nous avoir accès à l'IRDPQ en quadriporteur ou en chaise roulante à partir de la rue Monseigneur-Plessis pendant la durée des travaux? » Donc, on sait qu'il y a beaucoup de défis reliés là, au transport à mobilité réduite. Je pense que c'est un élément qu'il faut qu'il soit nommé avec l'équipe projet là, terrain. Là. Parfait. On va le prendre en note. On le prend en note, puis on va le transférer aux équipes de réalisation. Parfait. Madame Baudouin demande, avez-vous prévu un emplacement pour du stationnement d'hiver lors du déneigement, ainsi que l'installation de signalisation pour le déneigement? Il n'est pas prévu d'aménager des espaces, un aire de stationnement d'appoint pour les opérations de déneigement. Puis pour la signalisation lumineuse, on va regarder avec nos équipes. Peut-être Sergueï est au courant c'est plus dans le micro-détail, au niveau de conception, sinon on va valider. Non, on va valider ce détail. OK, parfait. Parfait. Et puis, j'en prendrai une dernière. Ah, ben, on arrive aux questions vignettes. Est-ce que les résidents de la rue pourront avoir une vignette permettant le stationnement sur rue en tout temps? Pour l'instant, ce n'est pas un élément qui est envisagé. Ce qu'on souhaite, il y a beaucoup d'impondérables qui s'en viennent à l'horizon, avec toute la requalification du site du centre d'achat Fleur de Lys. On va regarder comment que ça se module, comment ça se présente. Puis si on voit qu'il y a un réel besoin pour les résidents, parce que là, ça commence à jouer trop du coude, c'est peut-être une avenue qui est possible. Mais pour l'instant, là, je vous dirais, dans les prochains mois, jusqu'à 2024, même jusqu'à après les travaux, là, on va évaluer c'est quoi le réel besoin, puis qu'est-ce qui va se peaufiner comme projet aux alentours là, pour vraiment avoir la bonne solution, s'il y a un besoin. Parfait. Justement, à ce sujet, on a plusieurs personnes, Patricia Laflèche, André Roberge, Jacques Godin et Pierre Gignac, qui souhaitent justement en savoir plus. Qu'est-ce qui va arriver avec ce terrain-là? Est-ce que vous êtes en mesure de nous informer sur l'avenir de ce site? Et s'il n'y a rien qui est prévu pour tout de suite, est-ce que le site pourrait être utilisé pour stationner des voitures temporairement? Donc, je vous résume les commentaires des 4 à la fois. On parle du site de la CNSST, c'est ça? Oui. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient là. Puis, il n'y a pas d'entente non plus pour offrir du stationnement d'appoint pour les résidents du secteur. Ce n'est pas dit que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, il n'y a aucune discussion à ce sujet-là, considérant qu'il y a assez de cases disponibles, même après projet sur rue dans le secteur pour les résidents. Très bien. Merci beaucoup.
Donc, puis on avait également un commentaire de Madame Laflèche qui disait on tente de régler le problème de stationnement des véhicules récréatifs sur Bourdage. C'est bête d'y emmener plus de voitures. Donc, c'était plus un volet commentaire là-dessus. En fait, faut le voir au contraire, si vous permettez, parce que si Oui. on élimine la présence de véhicules récréatifs sur les rues, ben, ça offre plus de disponibilité pour les résidents et leurs véhicules personnels. Très bien. J'ai une question de Hugo. Est-ce que c'est essentiel que le niveau de piste cyclable soit le même que celui du trottoir? Le niveau des pistes cyclables pourrait-il être le même qu'au niveau de la rue? Donc, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est Jean-François qui serait mieux placé pour répondre? Sergei serait bien, serait OK. bon aussi parce que c'est des choix de conception, mais c'est sûr que ça améliore beaucoup le sentiment de sécurité des cyclistes qui soient surélevés par rapport aux automobilistes. Puis l'enjeu qu'on a quand on le garde sur chaussée, puis qu'on maintient du stationnement sur rue, ça fait souvent que si on le met entre le stationnement et la voie de circulation, ça fait que les véhicules doivent, comme c'est le cas actuellement, traverser le lien cyclable pour aller se stationner, ce qui peut amener des enjeux de sécurité. Ça fait aussi en sorte que les cyclistes roulent le long des portes des côtés conducteurs qui sont plus fréquemment ouvertes. Dans le cas du projet, on l'a surélevé pour améliorer le niveau de confort des cyclistes. Puis on a mis une zone tampon qui va permettre aux gens d'ouvrir leur portière côté passager sans empiéter sur le lien cyclable. Par contre, pour délimiter l'espace entre la piste cyclable et le trottoir, il va y avoir une espèce je dirais, des encoches dans la limite du trottoir qui vont faire en sorte que quelqu'un avec des enjeux visuels va pouvoir se servir de sa canne et voir où commence le trottoir et où il finit. Puis ça va aussi faire en sorte que les cyclistes n'auront pas tendance du tout à aller rouler sur le trottoir parce que d'un, ils auront leur espace, puis de deux, ben, ils vont perdre leur dentier s'ils roulent puis ils traversent cette petite zone-là. Point supplémentaire, dans la vision qu'on veut entretenir en période hivernale, le réseau cyclable, c'est beaucoup plus facile de le réaliser avec une piste en site propre que sur la chaussée, alors que là, il y a des andins de neige de la bande cyclable sur chaussée avec celle de la gratte qui passe pour la chaussée, en fait, qui peut peut-être venir empiéter. Donc, on vient vraiment de séparer les deux axes. Parfait. Une question de Mme Lepine qui demande, en fait, elle a surtout une préoccupation là, par rapport aux gros camions là, pour la durée des travaux. Elle indique que pour les travaux sur Bourdage, là, ils se stationnaient devant les condos avec leur moteur qui tournait sans cesse et très tôt le matin. Y a-t-il des mesures de mitigation des nuisances qui sont prévues par rapport aux travaux? Ça, c'est une sacrée bonne question. Avoir la nature de vos questions, on aurait dû inviter les ingénieurs responsables de la réalisation de projet. C'est vraiment eux qui vont être au fait de cette façon de fonctionner-là. On va leur passer le point. Continuez à poser vos questions dans le question-réponse, puis nous autres, on pourra les synthétiser, puis on verra avec eux si eux aussi font un feuillet porte-à-porte pour être capable en mesure de répondre à vos questions, ou si il est fort possible qu'ils passent par les gestionnaires ou les propriétaires des bâtiments ou les syndicats de copropriété pour passer l'information ou pour, de toute façon, vous interpeller pour la coordination des chantiers. Là. Mais continuez à poser les questions. Nous, on va les noter, puis on va s'assurer que vous allez avoir les réponses d'une façon ou d'une autre. Oui, puis d'ailleurs, dans le courriel, dans le formulaire d'inscription, on demandait aux gens là, de nous donner leur autorisation pour qu'on puisse les recontacter là, éventuellement au sujet de ce projet-ci. Donc, en tout cas, n'hésitez pas là, si jamais vous pensez que vous ne m'avez pas laissé votre adresse courriel. Moi, j'ai créé une liste là, des adresses courriel pour informer de la suite des choses. Je peux poursuivre. On a quelques questions concernant un peu l'IRDPQ. Donc, on a Mme Patricia Laflèche qui nous écrit
Les gens qui donnent des services aux personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se stationner à l'IRDPQ car il manque du stationnement pour les employés. On demande le plus possible aux employés du CIUS et de l'IRDPQ de faire du télétravail car il n'y a pas assez de stationnement et le CIUS demande à ne pas envahir le secteur résidentiel. Exemple, nous sommes 325 employés le jour pour le bâtiment du CIUS et il y a 125 stationnements à titre indicatif. Donc, c'est une information un peu de l'interne qui nous est partagée par Mme Laflèche. Merci beaucoup. Merci. Nous avons également des commentaires concernant le Audrey. Je crois que c'est un complexe d'habitation pour des personnes à mobilité réduite. Alors, Daniel Lavallée écrit les employés d'Audrey pourraient utiliser le stationnement de l'IRDPQ avec une entente avec les deux organismes. Donc, on voit que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de possible, malheureusement. Et un participant nous écrit également il ne faudrait pas que les besoins de Audrey, sur un autre point de vue, là, il ne faudrait pas que les besoins de Audrey diminuent la canopée du 1455. Ils auraient dû y penser avant la construction. Donc, je ne vois pas, je ne connais pas suffisamment le secteur, peut-être qu'on pourrait me l'illustrer, mais donc, il y avait ce point-là. Parfait, merci Daniel. Parfait. Quand on parle justement du 1445, on a Benoît Bernatchez qui dit « Les poteaux inutiles, notamment ceux devant le 1455, seront-ils enlevés durant les travaux? » Donc, peut-être ceux qui ont fait la conception des plans sont en mesure de situer Est-ce qu'on ces parle poteaux. Est-ce que c'est les poteaux d'hydro, là? Je déduis que ce sont des poteaux de cette nature-là. Je vois des gens de l'assistance qui hochent la tête. Est-ce qu'on a des informations avec la conception qui a été réalisée? Quelques poteaux, Hydro-Québec seront déplacés parce qu'ils sont en conflit avec le projet. Mais je ne peux pas répondre plus précisément de cette localisation. Très bien. Merci beaucoup. Merci. J'ai Jean-Noël Louis qui demande à quoi va ressembler l'aménagement entre le boulevard Amel et Fleur de Lys, parce qu'effectivement, la rue Monseigneur-Plessis va jusqu'à la rue Soumonde. Est-ce qu'on avait des indications par rapport à ça? La portion entre Amel et Fleur de Lys, c'est la ville qui la réaménage. C'est similaire à ce qu'on vous a présenté ce soir. La portion nord, on l'a fait conjointement avec le promoteur qui est en train d'opérer le redéveloppement de Place Fleur de Lys. Il y a une certaine synchronisation des chantiers, mais il y a surtout une cohérence dans les aménagements. Parce que c'est sûr que ce site-là va changer de vocation, notamment avec une université, avec une diversification des usages, une résidence pour personnes âgées. Il y a plusieurs autres choses qui vont arriver. Donc, l'idée d'avoir vraiment un aménagement en mobilité active de qualité qui se rend jusqu'à ce nouveau pôle-là pour vous, pour que vous puissiez y aller, avoir accès de façon sécuritaire et confortable à pied et à vélo, mais pour tous les gens qui voudraient s'y destiner d'ailleurs puissent avoir accès à la même qualité d'aménagement. Donc, c'est planifié puis c'est en train d'être conçu de façon conjointe, là. Parfait, merci beaucoup. Puis j'ai une question de M. Pierre Gignac. En fait, il aurait besoin de davantage de précision. Il aimerait se connaître vraiment précisément la date de début des travaux pour cet été. Je pense qu'en date de ce soir, là, du 7 juin, ce n'est pas possible d'avoir la date exacte. De mémoire, ce qui était prévu, c'était quelque chose comme fin du mois d'août. Si vous écrivez à Alexandra ou si vous appelez au 3-1 ou si vous écrivez au 3-1, puis vous demandez cette information-là, on va vous mettre en contact avec les chargés de projet du projet de réaménagement de la rue. Puis eux, probablement qu'ils ne pourront pas davantage vous répondre parce que dans le fond, la ville, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on donne des plages de temps à l'entrepreneur, puis par la suite, puis on lui donne un certain nombre de contraintes. Évidemment, il ne peut pas ouvrir la rue au complet, il peut travailler sur une certaine portion de la rue, etc. Mais l'entrepreneur a une certaine latitude, puis c'est à lui à rentrer en communication, notamment avec les résidents riverains. Donc, nous, on va pouvoir, si vous nous écrivez ou via Alexandra, ou via le 3-1, ben, on va s'assurer que vous ayez l'information directement du chargé de projet de la ville.
La portion à l'ouest de Wilfrid Hamel, là, jusqu'à Soumande, là, ce que j'ai comme information, ça serait en juillet qu'elle serait débutée. Donc, ce n'est pas ce qu'on présentait ce soir, là, mais c'est la partie à l'ouest de Hamel. Donc, on peut s'attendre effectivement au mois d'août, ça a bien du sens, hein, mais c'est à confirmer. Mais dès que l'ingénierie aura l'échéancier de l'entrepreneur, tout de suite, ils vont distribuer des dépliants avec l'information sur le projet. Parfait, merci beaucoup. J'ai une recommandation de Mme Laflèche qui est bien préoccupée en fait de la circulation de gros camions sur Bourdage. Alors, elle demande là, à ce que la vitesse de circulation soit réduite, de penser à diminuer la vitesse de circulation, puis aussi s'assurer que cette signalisation-là soit respectée. À ma connaissance, en plus, les amendes sont très salées là, quand on ne respecte pas les limites dans les zones de construction. Puis ensuite, on va prendre en note là, la recommandation de Mme Laflèche. Il y a Mme Dupont, merci beaucoup. Là, elle nous félicite, elle dit merci pour le projet. Elle aurait préféré un peu plus d'arbres, mais elle comprend bien les contraintes et les choix à faire. Donc, merci d'avoir pris le temps là, pour ces bons commentaires. C'était un projet là, définitivement de longue haleine avec beaucoup d'équipes qui ont participé. Monsieur Gélina aimerait savoir s'il est possible d'avoir une présentation des ingénieurs sur le projet des infrastructures, période, échéancier par sous-secteur. Je ne pense pas que ce soit habituel dans ce qu'on fait, si je peux me permettre. Par contre, là, comme l'a indiqué mon collègue Sergué, généralement, il y a un pamphlet là, qui est distribué avant le début des constructions pour y prendre contact directement là, avec le contremaître, hein, si je ne me trompe pas, Sergué? Oui, avec le chargé de projet de la ville. Parfait. Puis il y a besoin aussi, vous pouvez poser des questions. Exactement. Il y a toujours le 3-1 aussi que vous pouvez contacter en toutes circonstances. Madame Hainaut, il y a des doutes pour elle là, qui subsistent là, par rapport au comportement là, des propriétaires de voitures là, qui éventuellement vont peut-être plus aller se stationner sur Bourdage. Mais nous félicite pour le concept proposé. Puis le comportement des usagers auto, vélo, piétons va nous dire rapidement. On va savoir rapidement là, comment s'adapter aussi. Merci beaucoup. Puis je pense que je vais le prendre comme une dernière question. Je n'en vois plus apparaître. Pierre-Marc Doucet qui nous dit au niveau de la vitesse maximale pour Monseigneur-Plessis, est-ce que c'est 40 ou 30 km/h? C'est 40 km/h après révision là, des limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Québec en 2021. A été établi à 40 km/h, notamment parce que c'est une rue locale principale du quartier. Merci. On a un bon commentaire de M. Bernatchez qui nous remercie pour la présentation. Bon, là, la vraie dernière question. Est-ce que la longueur des baies de stationnement vont tous être semblables? C'est sûr que les baies de stationnement sont conceptualisées pour donner le nombre de places arrondies. Ensuite, la localisation a été proposée pour quand même en considérant certaines répartitions avec les banquettes et aussi en fonction de l'emplacement des accès privés. Parfait. Bon, on a une main levée. On va la prendre, M. Wyss, qui est aussi... On a plusieurs membres du Conseil des quartiers ce soir qui sont présents parmi nous. Monsieur Wyss, est-ce que c'est une question sur le cyclisme? Oui. D'accord. Oui, je profite, je me pose la question avec l'augmentation du flux piétons, cyclistes et autres bidules à roues motorisées sur cet axe-là qui est voué à être augmenté là, au niveau du flux. Est-ce qu'au niveau de la tête des ponts des Trois Sœurs, côté parc Victoria, est-ce qu'il y a un réaménagement qui est prévu de ce côté-là également dans le futur? Du côté, dans le fond, du côté sud de la passerelle? Oui, c'est ça, l'autre tête des ponts. Et l'enjeu serait la connexion entre la passerelle des Trois Sœurs et la piste de la rivière Saint-Charles ou la largeur de la piste de la rivière Saint-Charles?
pas nécessairement la largeur, mais la connexion avec la rivière Saint-Charles, mais aussi parce que ça va être un flux qui va aller vers le centre-ville, on s'entend là. Ah oui, je comprends ce que vous Ceux voulez qui prennent dire. le pont des Trois Sœurs, là, c'est de Vanier, et puis on traverse ici, c'est pour aller vers le centre-ville. Mais là, Oui, arrivé de l'autre côté du pont des Trois Sœurs, il y a la piste cyclable, et là, oui, il faut traverser le parc Victoria en zigonnant. Est-ce que vous oui. me posez la question, est-ce qu'il y a un aménagement qui est prévu à cet endroit-là? Oui, la Ville a fait il y a un certain nombre d'années un plan directeur pour le parc Victoria, puis il est inclus un certain nombre d'optimisations de liens cyclables, là. Ça a été fait à une autre époque, le parc Victoria, là, il n'y a pas de, à part le long de la rivière cyclable, il n'y a pas de piste cyclable formelle. Bon, le nombre d'usagers est tellement élevé que les gens ont fini par trouver la façon d'y rouler puis d'y accéder. Mais en effet, là, c'est facile de s'y perdre, puis c'est pas signalisé, puis c'est pas rectiligne. Je pourrais pas vous dire une année de réalisation, mais il y a des choses qui s'en viennent pour assurer la mobilité active dans le parc Victoria, là, surtout avec une éventuelle connexion avec le pôle Saint-Roch du tramway. Là. Quelqu'un de Vanier qui voudrait aller, par exemple, à l'Université Laval en tramway, ben, marche vélo ou avec les vélos assistance électrique en libre-service, là, qui en a d'ailleurs une sur la rue Bordage, mais ça se ferait très, très rapidement. Là. Donc, c'est des choses que l'on réfléchit présentement. Là, puis je ne pourrais pas vous dire de date, mais on est au fait de ces enjeux-là. OK, parfait. Super. Ben, merci beaucoup à tous. Là. On a vraiment eu une super bonne période de questions. J'espère que ça a bien répondu à tous vos doutes. Puis on est content de cette réception du projet. Donc, merci à tous. Merci aux collègues là, qui étaient présents ce soir aussi pour répondre à ces questions. Tout le monde quitte déjà. Madame Despins, voulez-vous fermer la séance rapidement? Oui, avec plaisir. Merci à vous tous pour votre présence, encore une fois, surtout pour vos questions et commentaires très constructifs, très pertinents. Alors, ça va certainement aider l'équipe pour la suite et évidemment, on se tient au courant pour quoi que ce soit là, tout au cours du projet. C'est quand même sur une bonne période de temps. Alexandra, lundi, tu avais laissé mon adresse courriel dans le chat. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vous le dis verbalement. C'est alicia.despins@ville.québec.qc.ca. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous remercie encore une fois pour votre temps, à vous les gens du secteur, mais évidemment aussi à tous les professionnels là, qui ont pris leur soirée pour vous présenter ça. Merci. Parfait. Et merci, M. Lachance. C'est encore des petits réseaux, mais c'est énormément des questions et commentaires, ça aide à modifier. C'est très pénible, M. Lachance. Ça coupe beaucoup. Désolé, on est vraiment dans le parc, mais dire que j'ai tout entendu et j'ai vraiment apprécié la soirée, donc merci à tous. Parfait. Bien, merci beaucoup à tous. J'ai oublié de le dire, mais la présentation va être disponible en ligne demain aussi, là, si vous voulez la reconsulter. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée.